Nous sommes maintenant en direct avec Axel Kahn. Bonsoir, professeur Axel Kahn. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Médecin, généticien, président de la Ligue contre le cancer. Tentons, si vous le voulez bien, très simplement. On va essayer de répondre aux questions que les Français se posent à l'heure où ils savent que les décisions sont en train de se prendre. Est-ce que pour vous, il y aura des mesures plus strictes, mais ce confinement, il doit être sévère? Dans quelle mesure doit-il l'être ? Je pense que la situation sanitaire imposera aux politiques de prendre des mesures, car en effet, on ne peut pas rester dans la situation actuelle. Je vous rappelle que si on additionne les morts à l'hôpital et dans les EHPAD, près de 500 personnes meurent chaque jour. Nous sommes encore en fait dans une queue qui remonte, en l'occurrence, de deuxième vague. Cette deuxième vague a fait 40 000 morts, plus que la première vague, nettement. Il y a aujourd'hui un nombre de personnes hospitalisées plus importante que lors du confinement de novembre, etc., etc. Et puis, il y a un phénomène qui est totalement inéluctable, le remplacement des souches antérieurement en circulation en Europe par ce que vous appelez le variant anglais qui, incontestablement, est plus infectieux, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il remplace les souches antérieures. Tout cela montre qu'on ne peut pas laisser la situation comme cela, ce serait le pire pour tout le monde. On va en reparler, j'imagine, mais il faut à un moment donné, si on veut sortir la tête de l'eau, puisque la vaccination, elle doit être continuée le plus rapidement possible, mais elle ne sera pas assez rapide. Si on veut vraiment sortir la tête de l'eau, il faut que l'on abaisse la circulation virale jusqu'à ce que le taux d'incidence soit inférieur à 50. C'est obligatoire. Quelques mesures on prend, elles doivent permettre de faire tomber le taux d'incidence en dessous de 50. Maintenant, les mesures, c'est vraiment aux politiques de les prendre. Alors, puisqu'on a tous besoin de repères, on a des références malheureusement maintenant en termes de confinement. On a eu le confinement du mois de mars, très très strict, on s'en souvient tous, un peu plus léger à l'automne. Selon vous, alors même s'il s'agit de décisions politiques, il faut un confinement très strict à la mois de mars, un peu plus léger comme à l'automne. La question des écoles, par exemple, on les laisse ouvertes ou elles sont fermées? Alors, avant de vous répondre, si vous voulez bien, Anne-Marie Carreur, je voudrais rappeler un peu. Après le confinement très strict, effectivement, de cette semaine, je crois me le rappeler, du mois de mars à mai, on était dans une situation où la circulation virale était très basse, où il y avait moins de 1000 personnes de contaminées par jour, sans doute même quelques centaines, je ne me rappelle plus. Il y avait, je me le rappelle, moins de 10 morts par la Covid chaque jour. Les services de réanimation étaient quasiment vides de personnes atteintes de la Covid. C'est-à-dire que cet épisode de confinement a remarquablement fonctionné. Remarquablement. Malheureusement, après, on n'a pas su garder l'avantage. Ce n'est pas le sujet, mais on n'a pas su garder l'avantage. En revanche, lorsque l'on a déconfiné pour laisser, il fallait le faire naturellement, pour laisser les activités de Noël se dérouler aussi bien leur côté festif que leur côté économique, il y avait 10 000 contaminations par jour. Et par conséquent, le pic épidémique était nullement terminé. Nullement. Tout le monde savait que cette deuxième vague n'était pas finie et qu'elle devait rebondir. Ce qui se passe est parfaitement connu. Alors, c'est une manière de répondre à votre question. Si vraiment, cette fois-ci, on ne veut pas continuer le stop and go, si on veut vraiment sortir un peu de cette spirale infernale, il faut plutôt prendre modèle sur le confinement de mars-mai que sur celui de novembre. Ce qui est surtout très important, c'est qu'il faut que ce confinement, ces mesures restrictives, soient aussi importantes et aussi brèves que possible pour que, ensuite, les activités puissent reprendre avec distanciation physique et que le pays ne reste pas comme cela dans un entre-deux qui est le pire de tout. Le pire pour la psychologie, le pire pour l'économie, le pire pour l'éducation. Ça ne fonctionne pas.
Et si je prends l'exemple très concret des écoles, par exemple, le Conseil scientifique plaide plutôt pour une ouverture, en tout cas Jean-François Delfrécy, vous dites, si on prend la référence de mars, finalement, si je vous suis, il faudrait les fermer, strict jusqu'au bout, pour être le plus efficace possible. Non, vous avez raison, mais on a une opportunité, tout le monde le sait. On ne va pas tourner autour du pot. Il se trouve que les mesures strictes, quel que soit le terme dont on les affuble, seront prises à peu près en parallèle avec les vacances de février. Et par conséquent, les gamins vont peut-être rester en vacances un peu plus, toutes les zones vont être mélangées, ce qui transformera un confinement avec une absence des enfants à l'école en vacances de février un peu prolongées. La réalité du confinement des enfants, c'est qu'il montre bien la crête étroite sur laquelle on est. Il n'y a pas de doute que les enfants du primaire, des collèges et même encore des lycées ont terriblement pâti du confinement du printemps. Terriblement pâti parce que le téléenseignement est terriblement discriminant pour les personnes qui sont les plus en difficulté socio-économique. Elles sont très nombreuses dans un petit logement, tout le monde n'a pas un ordinateur, ça a été terrible. Et les décrocheurs ont décroché et certains d'entre eux ne raccrocheront pas. On ne peut pas sacrifier, bien entendu, une génération de petits Français. Donc, il faut faire au mieux pour préserver les Français, les petits Français, et essayer de ne pas perdurer dans cette situation qui, in fine, est déplorable pour tout le monde. Alors, on vient de parler de ce qu'on pourrait faire sur le fond, on va continuer de le faire, mais sur la question du tempo. Quel est le niveau d'urgence pour mettre en place ce confinement selon vous? Est-ce qu'on est au jour près? Alors, on n'est jamais au jour près, mais ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est que ce serait totalement déraisonnable, si on doit confiner, totalement déraisonnable de déconfiner trop tôt, car on est sûr que tout va recommencer, tout. Et par conséquent, on ne déconfinera, si on est raisonnable, que lorsque, je vous l'ai dit, le taux d'incidence sera nettement inférieur à 50 personnes infectées pour 100 000 habitants. Plus on prend les mesures tard, plus le niveau de circulation du virus sera élevé et plus long devra être le confinement. Et par conséquent, si on a décidé de le faire, c'est vraiment pas à moi d'en décider, c'est vraiment l'apanage des politiques. Si les politiques ont décidé de le faire, chaque retard, une semaine de retard, c'est une augmentation de la circulation virale et c'est la certitude de mesures strictes qui dureront plus longtemps. Et puis on sait qu'il y a donc cette inquiétude qui est confirmée, celle des variants, et le gouvernement parle même d'une épidémie dans l'épidémie. Ça voudrait dire quoi, Axel Kahn? Parce qu'on a presque l'impression, c'est les 1 an du début de cette pandémie en France, on a l'impression qu'on ne reprend pas tout à zéro, mais presque, quoi. Est-ce qu'on en fait face à une nouvelle épidémie? Ce n'est pas une nouvelle épidémie, mais il s'agit d'un changement des perspectives de l'épidémie. Vous m'avez interviewé, vous, un des collègues à vous, au mois de mars-avril, et à l'époque, comme presque tout le monde, je savais ce que serait l'épidémie, mes pronostics ont été bons, je savais quand les vaccins arriveraient, je l'ai annoncé, mais je pensais que l'épidémie frapperait, s'affaiblirait et que le virus partirait. Aujourd'hui, ce n'est pas totalement impossible, mais ça n'est pas le scénario qui devient le plus probable. Le scénario le plus probable, compte tenu de ce qui se passe, c'est que, puisqu'on a laissé, dans tous les pays du monde, sauf certains, on a laissé le virus circuler à un très haut niveau, plus il circule à un haut niveau, ça veut dire que les trillions de virus sont produits en permanence, plus il y a évidemment des mutations qui font émerger des nouvelles souches, et quand ces nouvelles souches sont avantagées sur les anciennes, évidemment, elle les remplace. Et ce phénomène-là a transformé une épidémie en phénomène totalement dynamique auquel il faut s'adapter. Il y a le variant anglais, très bien, il est plus infectieux, il ne doit pas être plus grave, mais il est sensible à
apparemment normalement, totalement normalement, au vaccin et à l'immunité qui a été obtenue après une infection par les souches antérieures. C'est beaucoup moins clair, c'est même sans doute en partie pas vrai pour les autres variants qui sont les variants brésiliens et sud-africains, qui ont une mutation particulière, qui est la mutation E484K, qui est tout à fait cataclysmique pour la structure de la protéine de spicule. Et ce phénomène-là, c'est véritablement un phénomène dynamique qui ne va pas s'interrompre. Et par conséquent, il faut repenser totalement notre approche de la maladie. On parlait des vaccins. Il ne faut pas tourner autour du pot. Il y a un type de vaccin qui est tout à fait adapté à cette nouvelle dynamique, ce sont les vaccins ARN. Ce sont de loin les mieux adaptés, parce qu'ils sont faciles à produire, les matières premières pour les produire sont abondantes. Lorsqu'on veut adapter une séquence de vaccins aux nouvelles souches résistantes aux anticorps, à l'immunité acquise, c'est très facile. Quelques clics d'ordinateur et ensuite, naturellement, la production, un test, mais c'est très, très facile. Et ce matin, j'ai lancé un appel solennel au président de la République. Exactement. Voilà, pour qu'il prenne la responsabilité. Voilà, pour qu'il prenne la responsabilité. Je vais vous dire, j'ai entendu tout à l'heure M. Seux, d'autres également, on ne peut pas laisser le système habituel d'une saine compétition, émulation entre les laboratoires qui chacun a sa formule, sa proposition de vaccin. Aucun problème, je ne remets pas ça en cause. Mais là, il y a une vraie menace mondiale. Une vraie menace, on le voit très bien. Chez nous, c'est embêtant, mais ce qui se passe au Brésil est dramatique. Ce qui se passe au Cap est dramatique. Ce qui se passe en Afrique est dramatique. Et donc vous appelez le président de la République à agir, même au niveau de l'ONU, Axel Kahn, pour vous êtes présenté en tant que citoyen du monde ce matin, pour prendre en charge, Oui, c'est ça. Je lui ai demandé quelque chose de particulier. Oui. C'est tout à fait possible, sans spolier les inventeurs de ces vaccins. C'est important. Sans les spolier, c'est tout à fait possible de faire en sorte, si on le veut, il faut de la volonté, que l'Organisation mondiale de la santé organise la production mondiale de vaccins ARN pour faire face à une épidémie qui, sans cela, nous échappe. Elle nous échappe dans le monde et même, vous en avez parlé, elle commence à nous échapper en France. Alors en France, si je reste sur la question des vaccins, tous les retards s'accumulent pour les vaccins qui sont à notre disposition. Il y en a 3, Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Le gouvernement Olivier Véran aujourd'hui a dit pas tellement d'inquiétude, même le comité scientifique Covid-19 dit que ce sont des petits retards. Vous, quand vous apprenez ça, vous réagissez comment ? Olivier Véran a raison de dire que d'une certaine manière, il fait avec ce qu'il reçoit. Et aujourd'hui, le rythme de réception, qui pourrait diminuer un peu, le rythme de réception, je vous le rappelle, je vais rappeler des chiffres, est de 550 000 doses entre BNT et Moderna, 550 000 doses par semaine. Or, la Haute Autorité de Santé et le gouvernement ont annoncé qu'il y avait 6 à 7 millions de personnes prioritaires. Il a été décidé de faire, sans adapter l'espacement entre les doses, de faire les 2 doses à 4 semaines d'intervalle. Vous voyez que chaque semaine, on ne peut vacciner que 275 000 personnes. Il y en a 6 à 7 millions qui sont prioritaires. Ça veut dire que s'il n'y avait pas d'autres anicroches, on est parti sur 24 semaines nécessaires pour vacciner ces personnes prioritaires. Et donc, évidemment, ça va créer d'immenses déceptions, d'immenses frustrations, d'immenses tensions. Il n'y a pas de solution magique. La solution à terme, c'est celle que j'ai proposée au président Emmanuel Macron de porter au niveau international en passant par le Conseil de sécurité, en passant par l'ONU. Mais évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il faut effectivement essayer d'augmenter les approvisionnements, d'augmenter les doses et essayer également de mettre un plus grand degré de normalisation dans la gestion de la pénurie. Il y a une gestion de la pénurie de vaccins. Il faut appeler un chat un chat. Il y a une pénurie de vaccins par rapport aux besoins et par rapport à l'attente des gens. C'est parce que, pour l'essentiel,
et toute l'Europe est à peu près dans la même situation, exactement dans la même situation, c'est parce que les livraisons sont trop lentes et elles vont encore se ralentir. Axel Kahn, il faut émettre une politique pour gérer cette pénurie. Alors que les variants progressent, justement, beaucoup d'entre vous, professionnels de santé, vous dites qu'il faut justement accélérer la vaccination. C'est à ce moment-là qu'on apprend ces retards. Est-ce qu'on va perdre cette course que certains qualifient de course contre la montre face aux variants si les retards s'accumulent encore? De toute façon, la course vraiment extrêmement ardente entre la vaccination, entre les mesures de santé et les variants est perdue. Enfin, les variants. Le variant anglais, il n'y a aucun problème. Dans 3 semaines, dans un mois, il est la souche dominante dans toute l'Europe. Il n'y a rien à faire. Mais justement, comme il est plus infectieux, pour éviter qu'il n'entraîne une extraordinaire poussée de l'épidémie, avec une explosion des services d'hospitalisation, des réanimations, un effondrement, une implosion du système sanitaire, il faut effectivement qu'on lui oppose ce qu'on a. On a chichement des vaccins aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de miracle, on ne va pas les créer. Ce n'est pas un coup comme ça de baguette magique. Mais il faut au moins qu'on les destine aux personnes vraiment prioritaires et que, d'autre part, on mette en mesure ce qui va être annoncé, les mesures de distanciation physique, ces mesures radicales ou strictes qui ont été annoncées, qu'on les appelle confinement strict ou bien hybride, honnêtement, c'est ridicule. Toute cette conversation, cette sémiotique sur les mots qu'on va utiliser, cette sémantique sur les mots qu'on va utiliser est profondément ridicule. On est dans une situation dont on voit très bien le danger, elle est parfaitement prévisible, il faut prendre des décisions, c'est difficile, rien n'est facile, je sais bien, il faut les prendre. C'est-à-dire que, de toute façon, ne pas les prendre n'arrangera rien. Alors, il y a des fois des problèmes qui se résolvent quand on ne prend pas de solution. Ce n'est pas le cas de l'évolution d'une épidémie. En termes de décisions, de questions difficiles, il y en a une qui se pose peut-être même en ce moment au Conseil de défense et qui a été mise sur la table par Jean-François Delfraissy lui-même. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut des mesures différenciées en fonction des âges? C'est-à-dire pousser, inciter les plus âgés à se confiner, à se mettre un petit peu, entre guillemets, de côté pour laisser un peu plus de liberté à une jeunesse au nom de la détresse de cette jeunesse, justement. Qu'en pensez-vous? Inciter les personnes les plus fragiles à prendre plus de précautions, évidemment, il n'y a strictement aucun problème. Et je vais vous dire, il n'y aura pas beaucoup de difficultés, car c'est le cas. On raconte n'importe quoi tout de même. Vous vous êtes baladé comme moi lors du couvre-feu et vous avez vu les attroupements pour boire un dernier apéritif. Ce ne sont pas les seniors que vous voyez là. Dans tous les endroits où il y avait moult personnes, ce ne sont pas les seniors. Les personnes fragiles, les personnes les plus âgées, elles font terriblement attention. Les personnes dans les EHPAD, vous ne les voyez pas se balader, gambader ailleurs. Donc, je ne comprends pas ce qu'il y a derrière cette idée. Je ne le comprends pas. Je ne suis pas du tout contre. Mais simplement, c'est insignifiant par rapport à la réalité. La réalité, elle est la suivante. Si on veut protéger les personnes fragiles, il y a une méthode, il n'y en a pas deux. Il y a une méthode, c'est de faire baisser la circulation virale. Oui, mais ce qui a beaucoup marqué, encore une fois, on l'avait réalisé un peu plus tôt, mais là, ça se concrétise de manière encore un peu plus dramatique. Ce sont ces files d'étudiants, on a vu les images tout à l'heure, qui vont chercher de l'aide alimentaire. Mais c'est sur des mètres et des mètres. On voit les images pendant que je vous parle, Axel Kahn. On voit des chiffres terribles sur les pensées, parfois même suicidaires, de ces jeunes et des étudiants. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un point d'équilibre ou un autre chemin pour qu'eux, ils aient un peu plus accès aux cours, un peu plus de circulation pour sortir de cet état? Non, mais on décide. Honnêtement, je vous ai dit, ça, c'est une décision politique. Oui. Ce que je vous ai dit auparavant, c'était pas du tout qu'il ne fallait pas considérer que la situation. J'ai été président d'université, vous le savez, mais et oui, le sort des étudiants m'est incroyablement cher. Cela étant dit, ce que je précisais, c'est que trouver une solution en disant demandons aux vieux de se confiner est absurde, parce qu'ils sont déjà confinés. En réalité, ils sont déjà confinés. Et si vous voulez essayer de protéger les vieux en donnant plus de liberté aux autres, en réalité, les autres auront plus de liberté, mais vous ne ferez pas diminuer la circulation virale et les vieux continueront de mourir comme des mouches. Je vous rappelle quand même, les gens oublient cela, que la véritable hécatombe dans les EHPAD lors de tous les confinements,
c'est une hécatombe chez des personnes âgées, confinées. On n'est pas plus confiné qu'on est dans un EHPAD. Et donc, cette discussion, je suis désolé de vous le dire, Anne-Marie Carrouer, elle est absurde. Elle est vraiment absurde. Je vous remercie beaucoup, Axel Kahn, d'avoir été avec nous. J'avais encore beaucoup de questions, mais je pense que j'en aurai encore un peu plus après le Conseil de défense et les annonces à venir dans les prochaines heures, dans les prochains jours du gouvernement du président de la République. Je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt et je remercie également Morgan Pope qui est derrière la caméra, qui a permis la réalisation de ce duplex.